la JE. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, nous organisons une réunion mensuelle pour expliquer les grands enjeux du pacte vert et de tout ce qui en découle. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'argent, puisque on se l'est dit lors du premier atelier. Au cours de ces prochaines années, l'Europe prévoit de consacrer au moins un peu plus de 500 milliards d'euros à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation. Donc, on va voir un petit peu comment, en tout cas au jour d'aujourd'hui, comme on dit vulgairement et avec un pléonasme énorme, on va voir comment on pense que cet argent va être distribué et à quoi il va servir. Pour entamer cet atelier, je propose que nous entendions pendant une douzaine de minutes Andrea Sezel, qui est économiste à l'Institut Jacques Delors, et qui va tenter de nous dresser dans ce temps très court un panorama des outils financiers, des principaux outils financiers à la disposition de la Commission, des États membres, voir à quoi ça va servir. Andreas, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, j'aurais besoin que quelqu'un me donne le droit de partager mon écran. Merci. C'est bon, c'est fait. Voilà. Désolé. Ouais. Marcher. Et voilà. Donc, on a beaucoup de collègues ici maintenant qui vont parler en détail de plan de relance. Moi, j'ai essayé vraiment de faire un peu un panorama de tous les outils qui étaient mis en place depuis la crise. Et je vais aussi parler en fait de plusieurs crises que l'Europe doit faire face et les enjeux principaux d'un point de vue pas que environnemental, mais aussi macroéconomique et budgétaire. Aujourd'hui, on a plusieurs crises, on a des crises multiples en Europe, on a des crises sanitaires à très court terme avec un risque pour la santé des individus, aussi pour certains groupes de la société. On a une crise économique qui a la conséquence de cette crise sanitaire avec de risques du court au long terme, avec des risques spécialement pour certains secteurs, mais aussi pour l'économie en large. Et finalement, on a une crise climatique, une crise qui se déroule plutôt sur le long terme, mais à la fin avec un risque même pour la survie de l'humanité. Et donc, on a une urgence d'agir vite sur ces trois crises différentes. Si on regarde les réponses européennes données à ces trois crises, en point de vue crise sanitaire, on a vu une réponse plutôt ad hoc. C'était lié à des manques d'outils au niveau européen. Donc, finalement, la réponse était assez fragmentée pour contrer la crise entre les États membres. Il y avait quelques initiatives européennes, par exemple pour l'achat des vaccins, mais là, on a aussi vu des problèmes liés au fait que voilà, ce n'était pas une compétence qui en soi est vraiment prévue au niveau européen. Par contre, par rapport à la crise économique, on a clairement vu un effet d'apprentissage depuis la dernière crise de 2008 à 2012 qui est très gravement touché à l'Europe. Et il y avait des mesures extraordinaires prises au niveau européen et national. Et finalement, par rapport à la crise climatique, déjà avant la crise Covid, il y avait la décision de se focaliser sur ce sujet par la Commission, par l'exécutif qui est devenu au pouvoir en 2019 avec le Pacte vert pour l'Europe. Et donc, c'était déjà une priorité avant. Et maintenant, en fait, dans ce mélange de plusieurs crises, la crise économique et la réponse à cette crise est aussi vue comme opportunité pour le financement de la transition verte. Donc, pour en gros contrer plusieurs crises au même moment. Moi, maintenant, je vais parler un peu plus de la réponse économique en Europe, mais je pense qu'en termes de réponse budgétaire et les autres outils financiers, a un effet considérable sur les opportunités, comment financer la transition verte et les risques ou les contraintes qui existent. Donc, si je fais un petit panorama en mars 2020, donc directement après que la crise Covid a vraiment touché tous les États membres,
on a vu une suspension des règles budgétaires et des règles des États d'État. Donc, ça donnait beaucoup plus de marge de manœuvre pour les États membres pour contrer les effets négatifs sur le marché du travail, sur les entreprises. Et en comparaison avec la dernière crise, on a vu une réponse très décisive dès le début de la crise par la Banque centrale européenne, qui était très important aussi pour les États membres, avec le Pandemic Emergency Purchase Program, ce qui s'appelle PEP. En fait, la Banque centrale européenne a commencé de racheter massivement de la dette publique sur les marchés financiers, qui a aussi beaucoup aidé les États membres de garder une marge de manœuvre pour contrer cette crise, pour pas avoir déjà l'objectif officiel est de contrer la déflation. Je pense que c'est aussi voilà, une risque très grave sinon pour l'économie, mais c'était aussi pour assurer qu'il n'y a pas quelques pays en Europe qui voient une augmentation très rapide de leur taux d'intérêt sur l'endettement qui baisserait significativement leur marge de manœuvre pour agir en termes de politique budgétaire. En avril 2020, après, il y avait un plan de sauvetage européen mis en place qui couvre 540 milliards d'euros. Et à cette époque, c'était quasiment que des prêts, en gros. Donc, il y avait, par les mécanismes européens de stabilité, 240 milliards d'euros de prêts prévus pour les États membres. Il y avait 100 milliards d'euros de prêts pour les programmes de chômage partiel prévus via l'Union européenne, via la Commission, via ce programme qui s'appelle SURE. Et finalement, il y avait 200 milliards d'euros de prêts prévus pour les entreprises par la Banque européenne d'investissement. Donc, c'était une première mesure plus en termes de soutenir la politique budgétaire des États membres. Mais voilà, la grande réponse au niveau européen, plus pour la politique budgétaire, c'était décidé en juillet 2020 avec ce plan de relance européenne, généralement appelé Next Generation EU, qui couvre 750 milliards d'euros. Et la grande différence avec tous les autres programmes d'aide, sauvetage, est que voilà, il y a presque 400 milliards d'euros de subventions inclus dans ce plan. Pour la première fois, l'Union européenne s'endette de façon commune à une échelle importante pour faire face à cette crise et centrale, et on va en parler, mes collègues vont en parler après plus en détail, cette facilité pour la reprise et la résilience, FRR, et dans ce 390 milliards de subventions, l'instrument principal qui couvre plus de 300 milliards d'euros de subventions, où une grande partie va aussi aller pour financer la transition verte. Les principaux objectifs du plan étaient multiples aussi. Je pense que d'un côté, c'était pour avoir une réponse macroéconomique commune à la récession, quand même. On a une crise, on a une récession très, 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 très grave, la pire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était aussi et ça c'était une vraie avancée par rapport à la dernière crise, montrer de la solidarité envers les États membres les plus touchés et aussi les plus pauvres. Et c'est les pays comme l'Italie et l'Espagne qui reçoivent le plus de l'argent de cette facilité ou de ce plan de relance qui les aide aussi parce qu'ils ont des marges de manœuvre budgétaires en comparaison diminuées par rapport à l'Allemagne, par exemple. Et je pense que dans la construction de ce projet ou de ce plan, c'était aussi vraiment un objectif d'utiliser cette réponse qui était nécessaire en termes macroéconomiques, aussi pour accélérer la transition verte et aussi numérique. Donc, ça faisait une grande partie de ce plan de relance. Finalement, en décembre 2020, il y avait un accord global trouvé sur le plan de relance ensemble avec le budget pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2021-2027 qui couvre plus de 1000 milliards d'euros pour cette période et aussi plus consacré que le budget auparavant à la transition verte. Donc, on a une enveloppe globale de presque 2000 milliards d'euros où il y a du potentiel utilisé de l'argent pour la transition verte au niveau européen.
Cet accord global est venu ensemble avec cette décision qui s'appelle la décision ressources propres, qui en gros est là pour assurer que ces dépenses peuvent être financées. Il y a des plans sur créer de nouvelles ressources propres, bien sûr, mais là, en fait, cette décision est là pour qu'il y ait une protection au cas où, par exemple, on ne trouve pas un accord sur de nouveaux impôts au niveau européen. En février 2020, finalement, le règlement FRR, qui règle en gros les critères, la mise en œuvre, l'implémentation des plans de relance de cette facilité est adopté et donc est maintenant finalisé. Et en cours maintenant, on a encore la ratification de la décision ressources propres dans les différents États membres. Et il y a cette négociation de plans de relance nationaux. Mes collègues vont les détailler pour le cas de la France, mais aussi plus généralement. Voilà, ça c'était la réponse européenne, plutôt économique. Et depuis le début de la crise, on a bien sûr aussi des mesures variées et aussi massives de soutien à l'économie et l'emploi par les gouvernements nationaux. Ces plans de relance européenne il est assez grand en comparaison avec les crises qu'on avait avant, mais la plupart de la réponse à ces crises est quand même nationale, reste quand même nationale. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Et lié à ça, on a vu par l'augmentation des dépenses et des chutes de revenus quand même amener à des déficits importants à travers de l'Europe qui posent des implications budgétaires importantes qu'il faut aussi garder en tête. Si on regarde ces trois crises différentes, en comparaison, en fait, c'est des coûts importants, mais en comparaison avec les autres crises, la crise sanitaire a des coûts plutôt faibles pour l'État. Mais la crise économique et spécialement la crise climatique, si on regarde sur le long terme, a quand même de coûts très importants pour les États, mais qui est très important à dire, toujours, l'inaction ou des mesures tardives entraînerait encore de coûts beaucoup plus élevés plus tard. Donc, en fait, c'est vraiment aujourd'hui qu'il y a, avec cette crise, en fait, aussi une opportunité d'accélérer de la transition verte, par exemple, ou faire des autres mesures qu'on a besoin. Et des mesures audacieuses, à mon avis, pourraient aussi créer, voilà, simplement créer des nouvelles opportunités en termes d'investissement et sur plusieurs plans. Un enjeu principal pour la réponse à ces crises multiples est donc bien sûr comment gérer les risques liés à l'endettement public. Vous avez sûrement entendu des débats qui ont déjà eu lieu en France, ces débats sur l'annulation même d'une partie de la dette publique, des autres questions. Il y a un rapport d'Arthur et qui est sorti pour dire en fait la consolidation doit être quelque chose d'important. Les faits sont que depuis le début de la crise Covid, on a vu une augmentation forte de l'endettement des États membres, entre 10 et 25% du PIB pour les États membres. Avec le nouveau confinement, ça va probablement encore monter. Et aussi, on a vu une forte divergence de l'endettement public entre les États membres déjà avant la crise, mais qui était encore aggravée par la crise Covid. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut garder dans la tête, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Les taux d'intérêt sur la dette publique sont à un niveau bas historique. Il y avait une petite augmentation les derniers deux mois, mais encore, on est dans un niveau où le financement de l'État est vraiment soutenable en fait pour quasiment tous les États membres. Donc, il n'y a pas de risque immédiat pour la soutenabilité de la dette publique. C'est aussi quelque chose d'important à dire, même vu cette augmentation forte de la dette publique par rapport au PIB. Je vais montrer quelques graphiques dans quelques instants. Néanmoins, il faut quand même se rendre compte que certains États membres sont plus vulnérables à cause d'un niveau haut de l'endettement public, par exemple l'Italie, la Grèce. Et c'est une vulnérabilité qui reste pour des crises futures. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et dans la réponse plus générale, il faut garder ça en tête. Et donc là, c'est que pour vous donner les chiffres pour quelques États membres, sur cette carte, vous voyez aussi la différence une différence entre les pays du Sud et les pays du Nord en termes de l'endettement, où les pays du Sud sont beaucoup plus endettés, où le plan de relance européen essaie aussi un peu de contrer cette divergence, en fait, mais c'est quelque chose qui reste important. Voilà, ici que pour montrer comme le taux d'intérêt sur la dette publique a baissé depuis les années 90
2010. En fait, vous voyez bien la période de la dernière crise économique, spécialement en 2011. On a vu une forte divergence entre les États membres avec une augmentation, mais depuis ça, en fait, les taux d'intérêt ont encore baissé. Et maintenant, c'est quand même très, très bon marché de se refinancer pour l'endettement public. Et finalement, que pour montrer comment cette augmentation de la dette publique s'est traduite dans le coût du service de la dette, qui, à mon avis, est le critère le plus important pour évaluer la soutenabilité de l'endettement. Donc, les lignes pointillées sont en gros l'augmentation par rapport au PIB de la dette publique. Mais si vous regardez les lignes continues, vous voyez bien que le coût du service de la dette publique baisse même pour probablement dans l'année à venir. Et va rester plutôt stable dans les années à venir. Donc, même si on a une réponse… Excusez-moi, quelle est l'unité? Ce sont des milliards d'euros par an? Oui, donc à droite, ça c'est l'endettement par rapport au PIB. D'accord. Donc, ça c'est l'augmentation que vous voyez bien. Par exemple, ça c'est l'Italie qui augmente quand même de 135 milliards d'euros à 165 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Et ça, ici, c'est en milliards d'euros par année, en fait. Donc, ça fait la partie du budget national. Et donc, pour la France, par exemple, vous voyez que voilà, les dernières années, c'était déjà toujours un peu comme ça, à peu près en dessous de 40 milliards d'euros par année, le coût du service de la dette dans le budget national. Et c'est quelque chose qui va rester à peu près stable, même avec une forte augmentation de l'endettement public. Bien sûr, il y a un peu de risque si le taux d'intérêt va augmenter. À un moment, c'est spécialement en Allemagne, toujours discuté comme un risque aussi pour la soutenabilité de la dette publique. Mais en fait, comme on s'endette toujours pour une maturité assez longue, en fait, pour avoir un vrai effet sur le coût du service de la dette, ça prendrait aussi aujourd'hui quelques années, peut-être même une décennie, pour vraiment amener à une vraie augmentation du coût du service de la dette. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'important à dire parce que ça nous explique aussi un peu la marge de manœuvre par rapport à la crise climatique, le moyen qu'on a pour agir, pour contrer cette crise. Je pense que, donc, voilà. Mais on peut en discuter dans la discussion après plus en détail. Et que pour finir, voilà, on a cet enjeu de l'endettement, bien sûr, mais on a aussi un enjeu d'investissement plus général et on a des contraintes institutionnelles par rapport à ça. Pour l'instant, la réponse économique en Europe, je pense que par rapport spécialement à la dernière crise, c'était plutôt une bonne chose. Mais je pense qu'on a besoin d'une continuation de réponses budgétaires massives et aussi durables. C'est aussi demandé par des acteurs comme la BCE. Donc, la politique monétaire a utilisé beaucoup de ces outils les dernières années. Et eux disent aussi qu'il faut une politique budgétaire proactive et en gros qui utilise de l'argent pour dépenser, qui ne va pas dans une consolidation parce que ça crée aussi plus de problèmes pour la politique monétaire en fait. Donc, c'est aussi les acteurs comme ça qui disent qu'il faut continuer ce chemin. Et on a déjà vu une forte faiblesse dans l'investissement public et aussi dans le vert, je dirais, avant la crise à Covid. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus en accord sur le fait qu'il faut investir plus et c'est quelque chose qu'il faut absolument continuer maintenant et aussi après la crise à Covid aussi pour contrer une faiblesse plus généralisée de croissance, mais qui est très important dans l'endettement public. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut s'endetter pour s'endetter, mais voilà, une bonne utilisation de cette dette publique est très importante. Ça va aussi aider à augmenter les potentiels de croissance, mais on peut achever beaucoup des objectifs au même moment. Si on utilise ça pour des investissements productifs et ça peut être des investissements verts, investissements numériques, etc. Il y a beaucoup d'options en fait, vu la sous-utilisation de l'investissement les dernières années. Mais au niveau européen, mais aussi au niveau de certains États membres, on a des règles budgétaires qui ont posé une contrainte pour une politique budgétaire proactive et doivent être réformés, à mon avis. Je pense qu'il y a assez largement un consensus sur ce fait maintenant. Il y avait une réforme déjà prévue avant la crise Covid. Il y avait vraiment beaucoup de raisons déjà en termes
un cadre budgétaire beaucoup trop complexe, finalement assez procyclique, difficile à gérer pour le ministère des Finances et vraiment poser aussi une contrainte pour l'investissement public. Donc, beaucoup d'acteurs disaient que ça ajoutait à cette faiblesse parce que c'est que les acteurs publics les font et de couper dans l'investissement public plutôt dans les autres politiques, par exemple d'État-providence. Et donc, je pense qu'il y a un consensus maintenant qu'il y a une réforme à faire. La question est quelle profondeur cette réforme va prendre. En tout cas, je pense que de mon point de vue, des nouvelles règles budgétaires doivent permettre plus de l'investissement, d'être plus incitatif pour l'investissement, spécialement aussi vert, et trouver un format plus anticyclique. Je pense que plus généralement, il faut réfléchir comment en fait la politique budgétaire peut être en coordination avec la politique monétaire et aussi comment la politique budgétaire peut être coordonnée entre les États membres. Donc, ça pourrait vraiment aider d'avoir une bonne réponse généralement macroéconomique, mais aussi par rapport spécialement à la crise climatique. Et ça, c'est vraiment le point un peu plus général que je voulais donner. Après que voilà, mes collègues vont rentrer plus dans le détail, spécialement du plan de relance. Et voilà, si vous avez des questions après, des choses à discuter, bien sûr, je suis disponible. Merci. Merci, Andreas. Neil Makarov, vous êtes chargé des questions européennes au sein du réseau Action Climat France. Quels sont aujourd'hui dans les plans de relance, en tout cas tels qu'ils ont été écrits et publiés, est-ce qu'on voit déjà des choses intéressantes au niveau climatique qui s'amorcent ou c'est encore en discussion? Alors, je vais essayer de partager ma présentation avec vous. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Ouais. Oui. Super. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre en plein écran. Lire. Oui, donc en effet, voilà, il a été mentionné. Moi, je vais me concentrer vraiment sur le plan de relance européen, qui est un peu l'outil inédit de cette période suite à la crise de la Covid-19. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres outils financiers qui sont utiles à l'échelle européenne, mais c'est vraiment, en tout cas, l'innovation de la crise, c'est vraiment le plan de relance européen qui peut libérer les capacités d'investissement des États membres. Et on le voit que sur la question de l'investissement vert, on a un vrai besoin d'investissement en Europe. La Commission européenne estime qu'avec le nouvel objectif climatique européen d'au moins 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, on devrait investir jusqu'à 377 milliards d'euros en plus par an. Et c'est bien le en plus qui est à noter. C'est-à-dire que là, vous le voyez sur le graphe, vous avez des barres bleues qui sont l'investissement historique dans certains secteurs, le bâtiment, l'électricité. Et les barres roses et vertes sont l'investissement additionnel qu'on doit fournir dans ces secteurs si on veut atteindre par an les 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et ça implique, par exemple, 100 milliards d'euros de plus par an dans le secteur du bâtiment, dans la rénovation du bâtiment, près de 130 milliards d'euros dans le secteur du transport. Donc, vous voyez, il y a des efforts financiers et d'investissement majeurs à faire en Europe si on veut réussir à atteindre cet objectif climatique. Et de ce point de vue-là, il est vrai que le plan de relance européen et le budget européen apportent une pierre, et Andrea l'a très bien expliqué. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a un fléchage pour le climat de ces deux instruments. Du budget européen, 30% du budget européen, donc des 1000 milliards qui doit aller vers le climat, et 37%, donc plus sur une période plus courte, donc entre 2020 et 2023, des 750 milliards du plan de relance qui doivent également aller sur le climat. Donc, c'est une somme qui est quand même assez considérable. En tout, c'est 1 euro sur 3 du cadre financier européen qui va aller vers la transition écologique entre 2021 et 2027, 560 milliards d'euros. Donc, c'est une somme qui est considérable, insuffisante vis-à-vis du besoin d'investissement annuel, mais néanmoins, il est important de garder en tête que cet argent, c'est du cofinancement principalement, c'est-à-dire que les États rajoutent après de l'argent sur les projets, que les entreprises, les collectivités également. Donc, ça veut dire que si on flèche une grande partie de cet argent, donc si on a les 560 milliards d'euros pour le climat, ça veut dire qu'on va pouvoir multiplier cette somme avec l'argent national, l'argent des entreprises. Et donc, peut-être que le plan de relance européen, finalement, c'est un bras financier du Green Deal européen qui, jusqu'à présent, était un plan de réforme, mais qui n'avait pas vraiment de ligne budgétaire à coller. Et donc, pour la première fois, on a des investissements qui peuvent se coller derrière ça.
Là, vous avez sur ce graphe justement qui sont les premiers bénéficiaires. D'abord en bleu de la politique traditionnelle de l'Union européenne, c'est-à-dire des fonds structurels, les fonds régionaux, le Fonds social européen. On voit que la Pologne était vraiment devant avec près de 70 milliards d'euros reçus, enfin qu'elle allait recevoir entre 2021 et 2027 de la part des fonds structurels, dont 30% est orienté pour la transition écologique. Et à cela se rajoutent les barres vertes donc, du plan de relance européen. Et là, on voit en effet que des pays qui, jusqu'à présent, bénéficiaient certes, mais pas à ce niveau-là, comme l'Italie et l'Espagne, vont bénéficier largement de l'argent de l'Union européenne. Donc, Italie, Espagne, Pologne, France, Roumanie, Allemagne, c'est vraiment les pays de tête qui vont bénéficier de l'argent européen. Et il y aura plus de 30% de cette enveloppe-là, donc des 100 milliards par exemple pour l'Italie, qui va devoir aller vers la transition écologique. 30% également des 95 milliards d'euros que va recevoir la Pologne, qui va devoir aller vers la transition écologique. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que même les États les plus conservateurs d'un point de vue climatique, finalement, vont devoir s'aligner grâce aux outils financiers sur des projets de transition écologique. Et ça va être très utile, par exemple, en Pologne pour développer l'éolien offshore que le gouvernement polonais souhaite développer, notamment dans la Baltique, ou pour faire la transition juste des régions minières qui dépendent fortement du charbon pour pouvoir aider les travailleurs et ces régions à en sortir. Donc, c'est des sommes qui sont considérables et qui peuvent véritablement donner un coup de pouce à la transition dans des pays, même les plus conservateurs. C'est un peu le bâton et la carotte que l'Union européenne utilise entre avoir des objectifs climatiques plus élevés, mais en même temps donner des moyens financiers pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est un point quand même qui est important en termes de cohésion européenne. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau sur la question du climat. D'ailleurs, c'était étonnant parce que lors des discussions du plan de relance européen, les gouvernements se sont quand même entendus sur deux grands principes de la relance pour aligner cette relance sur des objectifs climatiques plus élevés. Le premier principe, c'est que 37%, donc comme je l'ai dit, de la relance va devoir aller vers le climat. Et ça signifie que 37% de chacun des plans de relance nationaux va devoir être fléché vers le climat et la biodiversité. On verra que ce n'est pas forcément toujours le cas avec les autres présentations après. Mais voilà, il y a ce principe-là qui doit être respecté par les États membres a priori. Et enfin, le second principe qui est tout aussi important, c'est le principe do no harm, c'est-à-dire qu'on a ces 37% pour le climat, mais on ne doit pas, avec les 63 autres pourcents, investir dans des projets qui seraient néfastes pour l'environnement et le climat. Et ça s'applique pour tous les investissements, donc des plans de relance. Mais c'est un principe qui est mal défini et on verra qu'il y a pas mal de failles dans ce principe do no harm dans un instant. Il faut savoir d'un point de vue process que les États membres doivent déposer leur plan de relance et de résilience à la Commission européenne d'ici la fin du mois d'avril. Mais on sait qu'il y a d'ores et déjà pas mal de négociations qui sont en cours entre les États et la Commission pour valider les priorités budgétaires de la relance. Politiquement, ça sera probablement très compliqué pour la Commission européenne de s'opposer à des plans de relance nationaux parce qu'on est en plein milieu d'une crise économique et que probablement qu'il y aura des ajustements à faire, mais une opposition ferme parce qu'un plan de relance ne respecte pas les grandes lignes, malheureusement, ça risque d'être assez compliqué d'un point de vue de la Commission parce que la crise économique est très importante. Donc, c'est aussi un point, l'équation politique est aussi à prendre en compte là-dedans. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les 3 conditions pour que le plan de relance soit réellement vert à l'échelle européenne. Donc, il y a les 37%. Est-ce que c'est vraiment 37% vert? Le principe de no harm, comment il s'applique? Et enfin, est-ce que les États membres jouent vraiment le jeu du Green Deal européen dans le plan de relance? Ça n'est pas gagné non plus. La première condition, c'est donc de s'assurer que dans les 37% qui vont aller vers la transition écologique, ce soit véritablement de l'argent qui soit bénéfique pour le climat. Et on a des précédents plutôt inquiétants, c'est-à-dire que la Cour des comptes européenne avait critiqué notamment le fait que dans le précédent budget européen, la Commission comptabilise notamment les dépenses, les aides directes de la politique agricole commune comme des dépenses vertes. Ce qui fait que 50% des dépenses labellisées climat étaient en fait absorbées par la politique agricole commune sans réelle plus-value climatique, voire au contraire des investissements qui pouvaient parfois être néfastes d'un point de vue environnemental. Donc si on garde la même comptabilisation, les 37% pour la transition écologique, ça risque d'être plutôt
une tromperie quelque part. Mais normalement, cette comptabilisation, elle est censée évoluer pour s'aligner progressivement sur la taxonomie européenne. Alors, c'est un terme barbare, mais en gros, c'est le registre qui va permettre de définir ce qu'est un investissement vert. Et on verra qu'aujourd'hui, il fait couler pas mal d'encre et il est au cœur des débats européens. Juste dans un instant, je vais revenir là-dessus. Mais d'abord, pour parler du principe d'UNO-ARM, qui est le deuxième grand principe, c'est-à-dire que tous les plans d'investissement vont être scannés par la Commission pour vérifier qu'il n'y ait pas d'investissement néfaste et que les États prennent en compte la meilleure technologie possible. Donc ça, c'est un point important pour nous, sauf qu'il y a un certain nombre d'exceptions qui s'appliquent. Et notamment, les géants du gaz ont gagné la possibilité de financer par le plan de relance européen la construction ou des investissements dans des centrales à gaz fossiles qui font de ce qu'on appelle de la cogénération. À la fois, elles produisent de l'électricité et à la fois, elles produisent de la chaleur pour le chauffage urbain. Et ces centrales à gaz vont être éligibles au plan de relance européen. C'est une exception qui a été faite dans le principe d'UNOARM, qui a été gagnée par un certain nombre d'États membres, par certaines personnes au Parlement européen et aussi donc, par les géants du gaz qui ont vraiment fait un lobby très fort. Donc, on voit que le principe d'UNOARM, il y a déjà une brèche qui est très importante, qui est l'intégration d'une énergie fossile majeure, qui est le gaz fossile. Et j'en viens du coup à cette bataille actuelle qui est la taxonomie européenne, donc ce registre qui est censé classer, enfin définir ce qu'est un investissement vert à l'échelle européenne, mais qui est en fait le premier registre mondial à le faire et donc qui aurait pu créer un précédent très fort. Sauf qu'on voit que là, ces dernières semaines, la Commission est sous la pression très importante, notamment des géants du gaz fossile, encore une fois, toujours les mêmes, et ils sont soutenus par une dizaine d'États membres pour intégrer le gaz, pour que le gaz fossile soit classé comme une énergie verte, voire une énergie de transition. Et pour le moment, c'est plutôt avec succès, car a priori, la Commission européenne intégrerait le gaz comme une énergie verte, notamment sur la construction de centrales au gaz fossile de cogénération, donc électricité, chauffage, ou alors des centrales qui sont là pour stabiliser le réseau électrique européen, ce qui pourrait concerner près de la moitié des centrales à gaz européennes qui seraient classées comme des énergies, enfin des investissements verts. Donc, vous voyez, là, il y a un vrai problème de crédibilité de la taxonomie en intégrant une énergie fossile qui est extrêmement néfaste pour le climat. Et dans cette bataille, vous avez donc le soutien de 10 États membres, principalement d'Europe centrale et orientale, polonais, hongrois, tchèques, slovaques, une opposition ferme de certains États, comme les Espagnols ou le Luxembourg, mais la France, qui jusqu'à présent était très allante sur la question pour essayer de s'opposer au gaz fossile, est maintenant plutôt silencieuse lors des débats sur la taxonomie verte, tout simplement parce qu'elle s'est alliée avec les mêmes pays qui poussent pour le gaz afin de défendre le nucléaire dans la taxonomie. C'est-à-dire que le nucléaire devrait, selon la France, être considéré comme une énergie verte. Et les autres pays qui portent cela, c'est bien entendu les Polonais, les Hongrois, les Slovaques, les Tchèques, etc. Les mêmes que ceux qui portent l'inclusion du gaz fossile. Et donc, nous, on a communiqué, voilà, vous voyez nos visuels qu'on a communiqués sur les réseaux sociaux, mais une vraie alliance d'intérêts entre le nucléaire et le gaz fossile dans ce dossier-là de la taxonomie verte, ce qui peut expliquer en gros le silence de la France sur ce dossier qui, de notre point de vue, est vraiment inquiétant parce que ça décrédibilise complètement la taxonomie verte d'inclure une énergie fossile comme le gaz qui du coup ne peut pas être considéré comme un investissement vert. Et je finirai très rapidement parce que je sais que mes collègues vont plus rentrer dans le détail par le troisième point, du coup, après les 37% pour le climat et le Do No Harm, qu'on voit qu'il y a quand même quelques brèches et quelques failles dans ces principes. Il y a la mise en œuvre par les États membres. Est-ce que les États membres jouent le jeu de la transition dans la relance européenne? Alors, il faut savoir que la Commission européenne n'a pas laissé les États membres sans indication. Elle a formulé un certain nombre de recommandations pour chacun des États membres. Et notamment, là, vous avez les recommandations pour la France. Et la Commission européenne a insisté sur 3 points pour la transition écologique. Le premier point, c'est la priorité numéro 1 pour la Commission européenne, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, et notamment pour les plus précaires et pour les logements sociaux. La Commission a vraiment identifié ça comme une priorité en France parce qu'il y a un vrai problème de précarité énergétique dans le pays. Il se trouve que le plan de relance français insiste assez peu finalement sur ce sujet-là. Le deuxième point, c'est les investissements dans les énergies renouvelables parce que la France fait partie des grands retardataires sur les énergies renouvelables en Europe et qu'elle a raté son objectif de développement des énergies renouvelables pour 2020. Et du coup, la Commission européenne demande
à ce qu'elle utilise le plan de relance également pour rattraper ce retard-là. Et la troisième recommandation, c'est le développement des véhicules à faible émission et du transport durable. Voilà, les bornes de charge électrique, le développement de l'hydrogène vert notamment, ou les infrastructures ferroviaires. Et juste un dernier petit point à noter, c'est que la Commission a également critiqué dans le plan de relance français qui a été présenté donc à l'automne dernier, la baisse des impôts de production de 20 milliards d'euros en France. Elle l'a critiqué, alors pas sous l'angle climatique, mais sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une dépense de relance, mais bien une dépense plutôt structurelle, et donc que ces dépenses ne pourraient pas être financées finalement par le plan de relance européen, mais seulement par finalement des fonds nationaux. Donc ça, c'est le commissaire John Tiloney qui avait notamment critiqué cela. Bon, voilà quelques chiffres ici sur le fait que la relance verte est plus efficace en termes de création d'emplois. Et j'en termine ici pour le moment avec un lien vers une campagne de nos collègues européens du Climate Action Network Europe qui répertorie pas mal de projets néfastes de relance dans les différents États membres qui seront financés par la relance européenne. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, ça peut valoir le coup. Merci Nigne pour cette explication concise et précise. Benoît Leguet, dirigé à I4C, l'Institut pour l'économie du carbone français. Est-ce qu'aujourd'hui, le plan de relance hexagonal prend effectivement bien en compte le climat ou est-ce qu'il faut lire entre les lignes? Alors, je vais répondre par une pirouette. Je vais dire oui, le plan de relance prend en compte le climat. Maintenant, il ne faut pas regarder que le plan de relance et il va falloir voir ça dans la durée. Je vais essayer d'expliquer ça de façon peut-être un peu plus longue. Et je vais essayer de partager mon écran en espérant que ça marche, tout simplement. Est-ce que vous voyez un truc qui ressemble à une présentation PowerPoint? Ouais, attends. Toc, ça marche toujours là ou pas? Oui. Ok, super. Bien, alors quelques éléments peut-être. Alors, je vais redire des choses qui ont déjà été dites par Andreas et Neil, donc je vais passer certaines diapos assez vite. L'essentiel, enfin je redirai aussi des choses avec mes mots, mais fondamentalement, la pédagogie étant l'art de la répétition. Voilà, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'espère, si je redis parfois des choses qui semblent importantes. Je vais passer rapidement, ça c'est qui on est, l'Institut de l'économie pour le climat, j'imagine, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, une seule chose à faire, allez sur notre site web et vous verrez qui on est. En gros, on est un think tank sur l'économie et la finance au service de l'action climatique, adaptation et atténuation. Alors, peut-être ce qu'il faut retenir dans la présentation, en gros, premier point, avant la crise, je parle en 2019, on peut déjà dire que les investissements climat étaient insuffisants au regard des besoins. Le plan France Relance, c'est le deuxième message clé, disons, comble une partie de l'écart de l'insuffisance constatée en 2019 grâce à l'Europe. C'est peut-être aussi ce qu'il faut retenir. Mais il y a tout un tas de points de vigilance qui demeurent et sur lesquels il va falloir garder un œil dans les prochains jours, peut-être, parce qu'il y a des débats en France, semaines, mois et même années. Le troisième message clé, c'est que le projet de loi climat et résilience qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale enrichit finalement la boîte à outils du gouvernement, mais ne nous semble pas à la hauteur des objectifs climatiques en l'état. Donc ça fera partie, disons, des points de vigilance. Et puis, peut-être aussi pour ouvrir, et ça sera le dernier message clé, l'enjeu essentiel, c'est pas tellement la relance. Je vais être un petit peu provocateur, hein, évidemment c'est un enjeu, mais il y a aussi un enjeu d'après-relance et du prochain quinquennat, pour le dire de façon un petit peu lapidaire. Donc voilà, si ces messages clés vous plaisent, vous pouvez vous arrêter là et dormir, et sinon je vais continuer pendant une petite dizaine de minutes pour essayer de vous expliquer tout ça. Alors, déjà sur le premier point, sur les investissements bas carbone. Alors, bonne nouvelle, c'est que les investissements climat progressent. On a sorti il y a quelques jours le panorama des investissements climat basé sur les chiffres 2019. On a pris un peu de retard parce qu'en 2020, vous auriez peut-être vu, on a été occupé avec deux, trois trucs du genre plan de relance et compagnie. Et donc là, on a sorti les investissements verts, entre guillemets, en tout cas favorables au climat, progressent. On dépasse les 48 milliards d'euros en 2019. Donc que ce soit dans les bâtiments, en particulier la rénovation, la mobilité durable, la production d'énergie décarbonée, c'est super, et ça augmente même en proportion du PIB. On passe maintenant à plus de 2%, on dépasse les 2% de PIB, les 2 points de PIB finalement en investissement bas carbone, c'est-à-dire compatible avec la décarbonation
de l'économie. Super. En même temps, les investissements fossiles persistent et, mauvaise nouvelle, ils progressent. Là, je parle vraiment sur le périmètre France, ce qui se passe en France. Donc en France, on atteint 71 milliards d'euros d'investissements fossiles en 2019. Donc 49 d'un côté, 71 de l'autre, entre guillemets. 71 milliards d'euros d'investissements fossiles. Donc là, on ne s'est pas prononcé, savoir si c'était bon ou pas bon pour le climat. On prend un truc basique, est-ce que c'est fossile ou pas fossile? Et je vous laisse déterminer si du fossile, c'est bon pour le climat ou pas. Pour faire très simple, c'est essentiellement les voitures, les véhicules particuliers, et les véhicules utilitaires légers, les poids lourds. En gros, c'est vraiment l'essentiel de cette, appelons-le, quasi-formation brute de capital fixe fossile. Ça progresse aussi. Et donc ça, c'est un petit peu embêtant dans la mesure où il va falloir ramener ces investissements fossiles à pas loin de zéro dans un horizon temporel qui permette d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et le problème avec des actifs tangibles du type voiture et surtout infrastructure, c'est que ça a une durée de vie assez longue. Donc il ne faut pas se poser la question en 2049. Donc du vert, ça progresse, du bas carbone, ça progresse. Le marron, malheureusement, ça progresse aussi. Alors, est-ce qu'au moins on peut se dire que le vert, il y en a assez? Ben non, il n'y en a pas assez, je vous le disais en intro. En fait, même avant la crise économique liée au Covid, la France accumulait déjà un déficit d'investissement climat. Vous avez sur cette diapo, peut-être un petit peu compliqué, regardez le petit graphe de droite, ça vous éclairera. En gros, le premier histogramme, c'est la moyenne des investissements bas carbone en France sur 2016-2018. Vous avez ensuite l'histogramme bleu qui représente ce qui a été fait aujourd'hui sur les domaines de l'énergie, du logement et du transport uniquement, donc une partie des 49 milliards, et on arrive à identifier 38 milliards d'investissements sur ces trois grands segments. Sur ces trois grands segments, en fait, si on compare aux besoins qui sont identifiés et surtout identifiables dans la stratégie nationale bas carbone, eh ben, il manque à peu près 10 à 13 milliards d'euros d'investissement bas carbone en France. Donc pas pour sauver la planète, simplement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, nous, France, disons pour rester sur la trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050. Évidemment, ça suppose par ailleurs que la SNBC ait la bonne trajectoire pour y arriver. On ne va pas traiter de ce sujet dans les 12 minutes dans lesquelles je dois parler. Ça, c'est aujourd'hui. Avant la crise, il manquait déjà 10 à 13 milliards d'euros d'investissement bas carbone pour être sur la trajectoire de la SNBC. Quand on regarde à horizon quelques années et à horizon, pour fixer les idées, 10 ans, en fait, on voit que le gap d'investissement va augmenter dans les prochaines années. C'est-à-dire déjà dans les toutes prochaines années, sur le prochain budget carbone, ce gap d'investissement va augmenter si on n'augmente pas les investissements verts, bas carbone. Et à horizon 10 ans, à horizon 2024-2028, en fait, il faut doubler les investissements bas carbone à grosse maille. Comment fait-on pour? Et là, bien sûr, je ne parle évidemment qu'avec la stratégie nationale bas carbone telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec moins 40% d'émissions en 2030, sans préjuger de l'impact des engagements européens sur la stratégie nationale bas carbone en France. Voilà, donc problème, comment fait-on pour combler ce gap d'investissement bas carbone, ce déficit d'investissement? Eh bien, un plan de relance, ça peut être une bonne idée. Et alors, peut-être pour vous présenter vraiment à grosse maille le défi pour les années à venir, il nous semble qu'il y a deux choses qu'il faut faire, deux jambes, entre guillemets, sur lesquelles la France peut marcher pour assurer sa décarbonation. Le premier, c'est d'augmenter les dépenses de l'État favorables au climat. Là, je vous ai présenté les dépenses d'investissement, point barre, public-privé, sans dire ce qui relevait du public et du privé. Il nous semble qu'il va falloir, dans tous les cas, augmenter les dépenses de l'État qui soient favorables au climat, afin d'attirer notamment des financements privés sur tous ces investissements qui sont nécessaires. Alors, la bonne nouvelle, et on va voir ça dans les prochaines diapos, c'est que le volet climat du plan de relance nous semble offrir une solution, certes partielle et ponctuelle à cette question, mais en tout cas, pour le faire simple, ça va faire le job à court terme. Je le dis de façon vraiment très lapidaire, à condition évidemment d'être déployé correctement. Un plan se déroule en général assez rarement comme prévu, j'imagine que vous le savez. Donc à court terme, ça va faire le job. Ce qui manque en revanche, le point de vigilance général qu'il faut avoir, c'est qu'il faut maintenant mettre en œuvre des politiques publiques qui soutiennent la réorientation des investissements en faveur du climat et notamment attirent de l'argent privé. En bon français, ça veut dire donner une incitation économique, que ce soit sous la forme de la fiscalité, de subventions, de normes, de régulations, etc., afin que les porteurs de projets privés aient un intérêt économique au sens large à mettre en œuvre des projets bas carbone.
Et donc, là, c'est notamment là où le projet de loi climat et résilience fournit une opportunité aux décideurs publics afin d'améliorer finalement ce cadre d'action. C'est pas la seule chose, hein. Donc question à 100 houbles, est-ce que les mesures prévues dans le projet de loi climat et résilience sont à la hauteur du défi? Bonne question, je vous laisserai en tout cas, s'il y a des questions, je serai heureux d'y répondre. Et puis il n'y aura pas que le projet de loi climat et résilience, hein. Il va falloir également suivre l'ensemble des projets de loi de finances de cette année et des années suivantes, etc., etc. Alors je vais passer là-dessus, c'est l'articulation avec l'Europe hein, quand même, parce qu'en mai 2020, le Conseil européen avait fait tout un tas de recommandations à la France dans le cadre du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2020, et vous pouvez voir notamment que le climat, la transition vers une économie bas carbone n'était pas oublié. Je vous ai mis en vert, hein, parce que la couleur me plaisait, je vous ai mis un tas de choses, disons, qui étaient d'intérêt dans l'avis finalement sur la politique française et les recommandations du Conseil européen. Vous pouvez voir notamment que les investissements pourraient être alloués aux priorités définies dans le pacte vert pour l'Europe, en particulier, etc., pour le transport. Et puis, il faut fournir des impulsions à court terme qui favorisent la reprise et des retombées à moyen terme, remettre la France sur une trajectoire de neutralité carbone. Super, parfait. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, qu'a fait la France là-dessus? En fait, quand on regarde France Relance, on peut se dire... On a fait notre évaluation dans France Relance, on a vu à peu près 18 milliards d'euros d'investissement, de cofinancement ou de financement public sur 2 ans. Alors c'est notre évaluation, avec une de mes autres casquettes, le Haut Conseil pour le climat notamment, on a trouvé un peu plus d'argent parce qu'on a regardé d'autres lignes, on a pris un périmètre un petit peu différent. Mais voilà, restons sur notre évaluation d'I4C parce que de toute façon ça suffit pour la démonstration. En fait, ces montants nous semblent cohérents avec ce qu'on peut identifier dans la stratégie nationale bas carbone. En tout cas, à grosse maille, ça nous semble correspondre à ce qu'on avait proposé en avril puis en juillet comme plan de financement de la transition. On retrouve à peu près nos petits, à peu près les mêmes montants, à une exception près, celle de l'hydrogène, sur lequel il y a 2 milliards qui sont prévus dans France Relance. Nous, on ne l'avait pas identifié dans la stratégie nationale bas carbone. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas grand-chose dans la SNBC de toute façon sur l'hydrogène. Donc on peut se poser la question, tiens, pourquoi 2 milliards? Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien, mais on peut se poser la question, en tout cas, tiens, pourquoi 2 milliards là-dedans? En tout cas, ces montants d'investissement public nous permettent de combler le déficit d'investissement observé par rapport à la stratégie nationale bas carbone, à condition bien évidemment d'être mise en œuvre. Alors toujours sous condition d'être mise en œuvre, on peut se poser la question, et là je vais présenter un petit travail qu'on a fait, qui va me permettre de lancer également Manon qui parlera après moi. On a fait un tracker, Manon présentera un autre tracker, voilà. On a fait nous aussi un tracker, encore un tracker, on ne manque pas de tracker, mais on a fait un tracker sur l'ensemble du G20. On a regardé, disons, la verdeur, entre guillemets, des mesures de soutien aux énergies propres et aux énergies fossiles. Et donc, ce qu'on peut voir là-dedans, donc vous avez une photo en juillet, une photo en octobre. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que le plan de relance français tel qu'il a été présenté a globalement un impact assez fort hein, sur le secteur énergétique au sens large, hein, à peu près 60 milliards sur 100 milliards. Et par ailleurs, il est plutôt vert avec une appréciation qui est collective. Hein. Ce n'est pas nous qui avons fait ce travail tout seul. On a fait ça avec plusieurs think tanks internationaux, donc ce n'est pas le think tank français qui a donné une bonne note à la France, je vous rassure. Voilà, en tout cas, on constate que la France, en tout cas sur le papier, est plutôt verte, plus verte que ses consoeurs. Et puis, la France, en tout cas, était plus verte que les pays du G20, j'en ai déjà parlé, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, il y a tout un tas de points de vigilance sur lesquels il va falloir quand même garder un œil, je vous le disais. On va passer sur les points de vigilance transversaux qui sont plutôt en bas de la diapo. J'en ai déjà parlé, les besoins d'investissement sont calculés à partir de la SNBC actuelle. Quid si on passe un objectif de 55% avec ensuite une répercussion sur la France. Par ailleurs, dans le plan de relance, sauf erreur de ma part, on parle beaucoup de mitigation, on ne parle pas beaucoup d'adaptation au changement climatique. Or, il va aussi falloir s'assurer que les investissements publics réalisés dès aujourd'hui vont être adaptés au changement climatique. Et par ailleurs, c'est pas tout de balancer de l'argent public, de déverser des tombereaux d'argent public sur l'économie française. Il va aussi falloir s'assurer que les capacités à investir et à structurer des projets, des porteurs de projets sont préservées. Je pense notamment aux collectivités locales et aux opérateurs de réseau. Voilà, si on leur met de l'argent mais qu'ils ne savent pas trop quoi en faire, hein, je force un peu le trait, ben en fait il ne va rien se passer. Et donc c'est embêtant pour la dépense publique, c'est un petit peu embêtant pour le climat également. Et puis, histoire de ne pas faire simplement il faut plus de dépenses publiques, etc., il va falloir également suivre l'efficacité de la dépense publique en termes de transformation de l'économie. Là, je vous ai fait un paysage très rose, hein, je vous ai dit les montants sont les bons, oui, à condition qu'en plus,
ces montants mobilisés soient au service de l'efficacité économique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement mettre de l'argent public pour relancer l'activité, il faut en plus que ça ait un impact structurel sur les émissions de gaz à effet de serre, et donc s'assurer de l'efficacité de ces dépenses, s'assurer typiquement que quand on engage des rénovations énergétiques, elles sont, pour le dire de façon lapidaire, au bon niveau et pas à un niveau qui fasse du lock-in, qui réduise les émissions à court terme, mais mette en danger, disons, les objectifs de long terme. Voilà, ça a déjà été dit, mais ça va me permettre de conclure. Alors, les plans de relance nationaux, en fait, sont soumis à des conditions quant à la part de dépenses climat. Neil en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. À ma connaissance, mais je laisse les collègues me contredire, aucun État membre n'a encore présenté son plan définitif pour évaluation par la Commission. Je me trompe peut-être, en tout cas mi-mars, c'était le cas. Voilà, donc il va falloir un petit peu juger sur pièce quand ce sera fait. Et puis je finis avec un petit pitch. Finalement, si vous recollez les morceaux dans ce que je vous ai dit, en fait à court terme, France Relance fait le job. Sur la diapo que j'ai pas présentée, mais dont Neil a dit l'essentiel, en fait, le plan de relance, la partie climat du plan de relance, je le fais à grosse maille et de façon volontairement provocatrice. En gros, elle est financée par du pognon européen. Pour faire vraiment très simple. Donc, elle a un horizon de temps qui est borné. Qu'est-ce qui va se passer après 2023 avec la fin du plan de relance tel que c'est prévu aujourd'hui, et des besoins, si vous avez suivi ce que j'ai dit, des besoins d'investissement dans le bas carbone qui vont augmenter. Comment fait-on? C'est quoi, à ce moment-là, la stratégie climat des finances publiques? Il va falloir augmenter les dépenses publiques en faveur du climat. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on réduit les autres dépenses publiques? Est-ce que ça veut dire qu'on augmente les prélèvements obligatoires, etc. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pose les questions, je dis, tiens, quelle va être la stratégie climat des finances publiques qui, pour moi, doit s'inscrire dans un horizon pluriannuel? On ne peut pas simplement être projet de loi de finances après projet de loi de finances, etc. Donc là, c'est une question sur laquelle on va titiller les neurones, pour ne rien vous cacher, des candidats à une petite élection qui devrait se passer en France en 2022. On va leur poser une question bête. Et vous, c'est quoi votre budget pour le climat? Dans une logique, j'allais dire, quinquennale, pluriannuelle. Combien d'argent public pour quel secteur, quelles aides publiques, etc. Quel modèle de financement, quelle fiscalité climat, quelle réforme des dépenses fiscales défavorables au climat, parce qu'il y a aussi un sujet. Voilà en tout cas le type de questions sur lesquelles on aimerait bien titiller le futur locataire ou les prétendants à la location à un bail de 5 ans à l'Élysée. Voilà, j'ai fini, je vous mets quelques lectures utiles et puis je vous remercie. Merci Benoît, on a hâte que ces élections présidentielles soient organisées. Manon Dufour, merci d'abord d'avoir accepté au pied levé notre invitation. Vous êtes responsable du bureau bruxellois du think tank E3G. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce think tank et quels sont ses modes d'action et ses priorités? Et puis, vous allez comme le disait Benoît, nous présenter un petit peu un nouveau tracker, cette fois qui regarde ce qu'ont fait nos petits camarades européens. Oui, tout à fait. Donc, merci déjà pour l'invitation et à mes collègues pour le tour d'horizon détaillé et de qualité que je vais m'efforcer de compléter. Je pense que voilà, je vais répéter quelques petits points, mais c'est dans une perspective d'insister sur les points importants. Donc, mon organisation E3G est effectivement un think tank européen, donc à portée internationale, et ce sont ces perspectives que je souhaitais apporter à nos discussions. Notre mission est de travailler pour la sûreté climatique pour tous. Donc, c'est très large comme objectif, mais ça veut dire qu'on travaille sur la finance, l'ambition climatique, l'énergie, l'industrie. Enfin, c'est assez large. Donc, essentiellement en Europe, mais toujours dans une perspective internationale. Je ne vais pas avoir de diapo, juste pour clarifier, je n'ai pas oublié de les partager. Pour vous épargner le suspense, mes 3 points principaux, ce seront déjà le succès du Pacte vert et des accords climatiques de Paris nécessite une relance verte en Europe, mais aussi à l'échelle planétaire. Deuxièmement, l'Union européenne et la France en particulier ont un rôle crucial à jouer pour débloquer les ambitions des pays du G20, et d'une part en faisant preuve de leadership, mais d'autre part en s'assurant de leur crédibilité par les plans de relance, mais aussi par la qualité des standards de finances vertes, comme la taxonomie que Neil a mentionné plus tôt. Maintenant, pour aller plus en détail, donc sur l'enjeu, je pense que l'enjeu est clair pour tout le monde, mais clairement, le succès du Pacte vert européen nécessite une relance verte partout en Europe. Et au-delà de l'objectif Pacte vert, de nombreux éléments montrent que les mesures de relance qui mettent l'accent sur les investissements dans les technologies propres offrent de meilleures perspectives de croissance à long terme que les mesures de relance traditionnelles qui se concentrent sur la stimulation de la demande.
Et donc, l'idée vraiment est de contribuer à une économie plus stable et plus résiliente. Par ailleurs, clairement, le changement climatique est un enjeu global, donc ce n'est pas suffisant de réussir en Europe, et le succès des accords de Paris nécessite une relance verte vraiment à l'échelle planétaire, ainsi que des réformes pour développer la résilience future. Donc, il y a vraiment clairement un risque, et en Europe et surtout ailleurs, que la crise économique qu'on vit aujourd'hui menait à un renforcement du statu quo, ou pire, un retour en arrière. Et si je veux, pour citer, la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, elle a dit que 2021, en gros, ce serait l'année qui redonnera la vie aux accords de Paris ou qui les perdra complètement. Donc, je suis sur mon premier point sur l'enjeu de leadership, en fait. Donc, l'agenda international climat et finances 2021 est ultra chargé. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir un impact. Les débats européens, donc les forums du G7 et du G20, les préparatifs pour la COP26 seront clés pour avancer l'agenda international sur le climat, sur la relance et sur la finance. Et pour commencer, il y a vraiment une vraie nécessité pour un travail diplomatique et de recherche de cohésion dans ces forums pour obtenir des résultats, donc notamment au sein du G20, Benoît l'a présenté, n'a pas vraiment la relance verte comme priorité pour l'instant. Les États-Unis se remettent tout juste dans la course. La leadership de l'Union européenne en tant que puissance diplomatique peine un petit peu ces jours-ci à cause de notamment la crise des vaccins et du fait qu'il y a quand même beaucoup plus de capacités nationales qu'au niveau européen pour la diplomatie. Donc la France est vraiment un candidat tout trouvé pour mener ce travail de fond. Alors pourquoi? Déjà, le président Macron avait fait un réel effort pour préserver l'accord de Paris après le retrait des États-Unis, et il y a de nouveaux efforts à faire maintenant. Et de façon générale, il y a toujours une attente plus importante envers la France quand il s'agit de la diplomatie climatique, grâce au succès de Paris, mais aussi aux capacités diplomatiques importantes du pays. Et alors, il n'y a pas besoin de nouveaux sommets, ça c'est clair. Par contre, il y a de vrais besoins que la France investisse dans la construction d'alliances avec l'Italie et le Royaume-Uni en tant que résidence du G20 et du G7, mais aussi avec les États-Unis, donc qui ont beaucoup de motivation, mais qui ont été absents quand même pendant 5 ans. L'écueil à éviter cette année, donc c'est peut-être un message presque inverse de celui de Benoît, mais ce sera de se concentrer uniquement sur la politique intérieure et une dynamique électorale. Et nous risquons d'ailleurs au niveau européen de perdre très vite l'Allemagne à ce fléau, si je peux appeler ça comme ça. Après, donc pour parler de la crédibilité, qui est vraiment mon point principal, donc pour que la France et l'Europe puissent mener à bien cette démarche de leadership, il leur faudra vraiment préserver leur crédibilité donc en Europe et à l'international. Donc comment? Là, on est vraiment à une jonction, donc les prochaines semaines et mois seront vraiment déterminants pour la relance, mais aussi pour les règles de finances durables, notamment la taxonomie dont on a déjà parlé. Déjà sur la relance, donc j'avais promis effectivement de parler du Green Recovery Tracker. Je vous invite, il y a beaucoup de visuels sur le site et je ne les ai pas mis sur les diapos comme j'ai dit, mais je vous invite à taper sur Google Green Recovery Tracker. Il y a beaucoup d'analyses, donc donc ce que je voulais, on a déjà entendu les grandes lignes du plan français par Benoît et celles du cadre européen par Neil. Donc ce que fait cet outil, c'est d'analyser en fait les brouillons tels que nous les avons. On n'a pas encore les plans finaux. Donc, ça a été un outil développé par E3G et l'Institut Wuppertal qui ont évalué les plans de relance des États membres européens sur leur performance de durabilité, donc avec une approche mêlant un peu quantitatif et qualitatif qui s'inspire de l'approche que va prendre la Commission européenne et qui s'approche le plus possible de la taxonomie des investissements durables proposée par un comité scientifique sur la demande de la Commission européenne. Donc, encore une fois, on n'a pas tous les détails parce que les plans ne sont pas finaux. On a fait avec ce qu'on a pu, avec la méthodologie qui nous paraissait la plus proche de ce qu'elle allait faire. Et le message principal, j'enverrai le lien juste après. À ce stade, donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est vraiment donc, à une jonction. L'Europe peut soit réaliser une relance verte et être le leader mondial du mieux construire, mais en même temps, la relance verte de l'UE est vraiment loin d'être assurée. Ça va être en gros décidé, l'implémentation va être importante, mais la décision même sur les plans même va être sur les prochains mois. Pour l'instant, notre analyse, donc on a pu analyser 10 pays. Pour l'instant, il faut savoir que ça a été un processus très opaque, donc c'est très dur d'avoir l'information. Donc on fait vraiment avec ce qui a été publié et ça va être complété au fur et à mesure. Donc basé sur 10 pays qui ont déjà quelques-uns importants. Donc il y a déjà l'Allemagne, il y a déjà la France, la Pologne, l'Espagne notamment, qui sont déjà des gros récipients du fonds.
Notre analyse indique que de nombreux États risquent encore de ne pas atteindre l'objectif des 37% de dépenses climatiques et que certains projets de plan incluent des mesures qui sont activement problématiques, vraiment néfastes, telles que des investissements dans les infrastructures gazières et routières. En outre, il y a 25% des fonds qui sont alloués à des mesures qui pourraient vraiment soit nuire, soit profiter du climat en fonction de leur mise en œuvre. Donc, je crois Benoît avait parlé de ce genre de mesures avant. Donc, les mesures, des mesures d'efficacité qui, en théorie, pourraient être bien, mais qui peuvent également soutenir le chauffage au gaz fossile, donc qui est très mauvais, qui pourrait nous lock in dans un futur fossile, montrant qu'il est vraiment trop tôt pour un verdict final et qu'il nous faut beaucoup plus de détails. Donc, les semaines à venir sont cruciales parce que donc les États membres sont en train de finaliser leurs plans de relance nationaux jusqu'au 30 avril et ils seront après officiellement examinés par la Commission après cette échéance. Neil l'a dit, la Commission est dans une position très délicate, mais avec aussi beaucoup d'influence. Donc jusqu'ici, le processus, comme je l'ai dit, a été très ferme et très opaque et la Commission a clairement déjà négocié beaucoup avec les États pour ajuster les brouillons qui ont été soumis jusqu'ici. Et on sait qu'il y a une influence positive là-dessus. Maintenant, on entre dans la partie du processus qui est beaucoup plus formelle, où la Commission a clairement les clés d'une relance verte en façonnant les plans nationaux, mais vraiment le coût politique pourrait être énorme. Donc, on sait que ce sont des fonds que les États membres vont vouloir débourser au plus vite et ça va être très délicat pour la Commission de les arrêter. Donc, l'accord donne un rôle vraiment très limité au Parlement ou aux autres pays du Conseil. Donc, c'est vraiment la Commission a vraiment les clés en main. On va voir ce que ça donne. Pour faire un petit tour d'horizon, donc on a déjà un peu parlé de la France. Selon notre analyse, juste pour donner des chiffres, sur France Relance, on voit 23% des mesures avec un impact positif, 22% avec un impact négatif. Donc, ça pourrait être, par exemple, les exemptions fiscales sans aucune conditionnalité. Donc, ça, c'est problématique. Donc, après, je dois dire que c'est basé sur France Relance. Le plan final n'a pas été soumis vraiment à la commission. Donc, là, on ne l'a pas vu. Donc, c'est basé sur les annonces qui manquent encore de détails. Et 32% pourraient être positifs ou négatifs. Après, si on compare ça avec deux gros pays avoisinants, donc l'Espagne, pour nous, est vraiment jusqu'ici le pays qui a une contribution la plus importante à la transition verte et qui est vraiment un point très positif. Donc, encore une fois, basé sur les annonces du gouvernement en octobre dernier, plutôt que sur le plan final qui est toujours à être soumis, on voit que presque 53% en fait, des mesures pourraient avoir un impact positif avec seulement, c'est déjà 5% de trop, mais seulement 5% avec un impact néfaste. Et donc là, ça serait aussi assez classique, ça serait un soutien aux moteurs à combustion interne, par exemple. Et en plus, structurellement, le gouvernement a par exemple décidé d'avancer les objectifs nationaux de 2025 à 2023 pour vraiment stimuler une reprise économique du pays, ce qui est une mesure très intéressante. Alors qu'à l'inverse, par exemple, la France a un peu repackagé des mesures qui étaient déjà pré-Covid, donc il n'y a pas forcément le côté additionnel du plan est beaucoup plus incertain. Ça ressemble beaucoup à ce que l'Allemagne fait, pour être honnête, où là, on a, clairement, c'est le plan le plus grand jusqu'ici, le plus gros, donc avec presque 140 milliards d'euros. Donc, le budget européen, on attend vraiment une toute petite partie de ça, où on pourrait avoir 22% pour la reprise verte, mais avec 16% presque ayant un effet néfaste. Donc, c'est assez mitigé pour la France et pour l'Allemagne, selon les plans encore peu détaillé qu'on a reçu jusqu'ici. Je voulais finir, j'avais parlé que la crédibilité de la France et de l'Union européenne passera aussi par l'issue des travaux sur la taxonomie des investissements durables que Neil a mentionné plus tôt. Et donc, pour rappeler, il y a vraiment deux enjeux avec la taxonomie. Il y a comment cette taxonomie est appliquée au plan de relance, donc il y a un problème, mais il y a aussi la définition de l'outil de taxonomie qui est presque un autre problème. Enfin, ça peut être un peu complexe, mais vraiment l'outil taxonomie, avant même que la crise arrive, la question était d'appeler un chat un chat. C'était avoir une liste claire, apolitique, scientifique, donc vraiment déterminée par des experts sous recommandation de la Commission pour dessiner ce qu'étaient des investissements durables. Le but étant de mettre fin au greenwashing et pour augmenter la finance durable. C'est un outil volontaire pour le secteur privé et qui, en fait, n'enlève absolument rien aux mécanismes de financement qui existent pour tout le reste. Donc, finalement, rien n'empêche l'investissement dans le charbon si on veut investir dans le charbon, c'est juste qu'on ne peut pas l'appeler un investissement vert.
Et donc, comme il a dit aussi, c'est une qualification qui a de bonnes chances, et on l'a vu récemment avec la visite de Kerry en France, de servir de guide pour d'autres taxonomies régionales ou internationales. Et surtout, ce sera interprété par tout le monde comme un signal de l'intégrité de l'Europe. Donc, l'Europe a beaucoup d'ambitions politiques sur la transition verte. C'est un des premiers tests de est-ce qu'on fait ça correctement. Et donc, bon, on a déjà parlé des enjeux autour du gaz et du nucléaire. Ce qui est vraiment, pour ajouter un petit peu là-dessus, ce qui est dérangeant au niveau de la France, c'est que elle est complètement absente des discussions jusqu'ici, notamment sur les questions de gaz fossile qui sont là depuis le début, mais monte au créneau vraiment à la dernière heure pour faire entrer le nucléaire de force en fait, dans la classification des activités durables. Le nucléaire n'était pas censé être… le nucléaire était censé être analysé plus tard, donc c'est vraiment quelque chose d'ajouté de dernier moment. Et c'est vraiment un pas en arrière pour le gouvernement, et je pense que ça impacte aussi sa crédibilité verte en Europe. Mon organisation est vraiment relativement agnostique au niveau du nucléaire. On n'a pas vraiment de position là-dessus. Mais là-dessus, donc, autant comment la taxonomie va être appliquée à la relance est très flou, autant les critères de la taxonomie sont très clairs. Et donc, notamment, les critères de do no harm vont vraiment au-delà de la question est-ce que c'est de l'énergie verte ou pas, ou est-ce que ça a un impact climatique. L'application de la taxonomie regarde à des critères, par exemple, d'économie circulaire, de prévention de la pollution, de biodiversité, d'impact sur l'écosystème, où là-dessus, même si on considère le nucléaire comme important pour la transition énergétique, fait que pour ces critères de do no harm, de ne pas nuire sur la biodiversité et sur le système de recyclage des déchets, c'est dur de justifier quand même le nucléaire là-dedans, et surtout cette démarche en fait, de ne pas intervenir sur l'intégrité de l'outil tant que tel, mais de déforcer le nucléaire est un peu problématique. Je voulais juste pour résumer, donc, que la relance, ainsi que pour les règles de finances vertes, si le rôle de leader international de l'Union européenne était mis à mal, ça aurait vraiment clairement un impact important pour tous les États membres et sur le succès de la stratégie de croissance de l'Union européenne qui est le pacte vert. Donc, on espère que les prochaines semaines vont mener une issue assez positive sur ces deux points. Merci. Merci Manon Dufour. Je crois qu'on a déjà des questions. Une question de Pascal Verdeau. Pascal, est-ce que vous souhaitez la poser vous-même ou voulez-vous que je la rappelle? Oui, allez-y. Je veux bien. Bonjour à tous. Merci à tous les intervenants. Je suis le correspondant de France Télévisions à Bruxelles. Ma question porte… Alors, c'est à la fois une remarque et une question autour des ressources propres. La ratification par les 27 sera fondamentale puisqu'elle devrait permettre ensuite à la Commission européenne de lever des fonds sur les marchés. Et là, je dirais qu'on avance à la vitesse de la tortue puisque 16 États seulement ont ratifié. Mais de manière plus précise, dans ces ressources propres, il y a des ressources symboliques importantes comme la taxe sur les plastiques, mais qui va rapporter peu d'argent. Et puis, il y a un vieux serpent de mer qui est l'objet d'une véritable bataille au Parlement européen qui touche à la taxe sur les transactions financières qui, selon certains députés, notamment le rapporteur de budget, Pierre Larrouturou, pourrait rapporter à l'Europe 50 milliards d'euros, dont environ 30 milliards qui iraient à la transition verte. Question, on en parle depuis des années, ça n'avance pas. Pour quelles raisons? Et la France, visiblement, sur cette taxe au niveau européen, n'est pas très pushy. Elle est même plutôt dans la retenue. Alors, qui veut expliquer la retenue française? Je peux répondre quelques éléments. Je ne suis pas sûr si je peux vraiment bien expliquer le retenu français. Donc, généralement, avec la décision de ressources propres, on assure que finalement, il y a quelqu'un qui va rembourser l'endettement et qui va en gros payer pour les dépenses liées au cadre pluriannuel de l'Union européenne. Ce qui est prévu, et donc si on regardait un peu les négociations, était quand même que voilà, une grande partie ou une partie de cet argent qui va être dépensé ne va pas venir via des budgets nationaux à la fin, mais via des nouvelles ressources propres, type de nouveaux impôts
nouveaux taxes au niveau européen. Vous avez déjà mentionné une. Je pense que si on veut parler de autres éléments qui ont plus de chances d'être adoptés dans le prochain mois ou les années, je pense que c'est plutôt si on veut parler de ce mécanisme d'ajustement à carbone aux frontières. Je pense qu'on va encore avoir des discussions fortes dessus, aussi comment c'est compatible avec de règles d'OMS, mais c'est quelque chose aussi lié aux questions de climat. Je pense qu'il y a plus de potentiel d'avancer dans les prochains mois et années. L'autre sujet est la réforme de ETS, Emissions Trading Scheme en Europe. La taxe sur les transactions financières, c'est très, très compliqué. Vous avez bien dit, depuis quelques années, ça n'avance pas du tout. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a du lobbying dans des États différents qui en soi, voulaient faire partie de ce projet. C'était dans le cadre de cette coopération renforcée et pas forcément pour tous les 27 au début. Après, je pense qu'il y a dans les États différents, il y a des intérêts différents en termes de quel type de secteur financier serait touché par cette taxe. Et aussi, vis-à-vis le Brexit, en fait, la France a cherché un peu, sous Macron aussi, de devenir un peu un nouveau centre financier en Europe et une taxe sur les transactions financières, ce ne serait peut-être pas le meilleur signe vis-à-vis des acteurs du marché financier que c'est vraiment la France où on veut aller. Donc, je pense que ça explique ça un peu. Je pense qu'un autre problème qui est plus général est le fait que, en fait, ce serait une taxe si c'est qu'appliqué à quelques pays, comme c'était le plan. Il y avait 10 ou 11 pays qui si voulaient mettre cette coopération renforcée. Et quand même que ça crée des externalités. Et c'est sûr, le problème est simplement ça pourrait augmenter l'intérêt des acteurs financiers d'aller dans les autres États membres. Et je pense que ce risque est vu par les États membres qui voudraient faire cet effort. Et je pense que ça crée un problème de base. Et c'est pour ça aussi qu'on discute tellement sur quel type de produits financiers ou quel secteur financier sera touché par cette réforme. Et une réforme sur 27, ce serait vraiment beaucoup plus utile aussi sur ce plan-là. Mais voilà, il y a certains États membres qui ne veulent pas du tout aller dans cette direction. Je pense qu'il y a des autres taxes qui ont plus de chances d'être adoptées, mais voilà, c'est pour ça aussi que ça ne bouge pas. Mais peut-être les autres ont des choses à ajouter dessus. Peut-être une précision de Neil Makarov? Oui, Andrea a déjà dit énormément de choses et je m'aligne complètement avec ce qui vient d'être dit. Seulement sur la remarque, je sais que ça fait partie d'une campagne importante au Parlement européen, notamment de certains députés européens comme Pierre Larouturou que vous avez mentionné. Après, selon les estimations de la Commission européenne, aujourd'hui, on n'a pas d'estimation justement précise de ce que pourrait rapporter une telle taxe sur les transactions financières post-Brexit. C'est-à-dire qu'avant le Brexit, en effet, les estimations de la Commission européenne, si on incluait notamment, je crois, les produits dérivés, montaient jusqu'à 50 milliards d'euros. Post-Brexit, c'est peut-être un peu différent. Et par ailleurs, je crois que le vrai problème, la France, il y a pas mal de freins, comme l'a dit Andrea, et un des problèmes que portait que la France, de la position française, pardon, c'était justement de ne pas taxer les produits dérivés qui étaient pourtant, qui sont finalement les produits les plus qui rapporteraient le plus dans une taxe sur les transactions financières. Et donc, c'était l'idée d'avoir une mini taxe sur les transactions financières, ce qui a déplu pas mal à certains députés européens, dont Pierre Larouturou. Et je crois que c'est un peu la position française depuis le quinquennat de François Hollande. Ce n'est pas seulement sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi sous François Hollande que la France était opposée à l'inclusion des produits dérivés dans la taxe sur les transactions financières. Et donc, c'est clair que ça semble être la dernière ressource propre potentiellement opérationnelle en Europe. Il y en aura probablement d'autres en amont, comme la taxe, le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. J'avais une question à poser aux économistes au regard d'une des diapositives d'Andreas. On voit que le différentiel d'endettement entre les États va s'accroître entre les États du Sud et les États du Nord. Est-ce qu'à terme, ça peut menacer la stabilité de l'euro, tout bêtement?
Bien sûr, c'est toujours un risque quand il y a une divergence dans une zone de la monnaie commune. Il faut quand même dire que voilà, avec les mesures qui étaient prises par la Banque centrale européenne, on a beaucoup moins de risques sur ce point qu'il y a quelques années. Donc, spécialement pendant la dernière crise et la crise donc, de l'endettement public 2011-2012, où il y a vraiment, on a eu un vrai risque que la zone euro arrête de fonctionner de façon qu'elle existait, peut-être de devenir 2 euros ou quelque chose comme ça. Je pense que les risques sont beaucoup moins grands. Spécialement dans le court terme, je ne vois pas de risque immédiat. Comme j'ai déjà dit, les taux d'intérêt aussi pour les pays comme l'Italie sont très bas. Il y a bien sûr un écart par rapport aux leaders, en gros, comme l'Allemagne ou des autres pays plutôt du Nord. Mais il faut, dans le moyen et long terme, gérer cette divergence. Je pense que le plan de relance européen, c'était une première pas pour une fois créer un peu la solidarité entre les États membres. Et en fait, comme c'est de l'endettement européen, ça ne compte pas dans la dette publique de ces États membres dans le Sud. Donc, ça enlève un peu la pression. Mais il faut quand même dire, comme je vous ai dit, que spécialement des pays du Sud, ont quand même vu de 2019 à 2020 une augmentation de leur endettement public de 25%. Il y a potentiellement encore ça va encore être plus après. Et c'est aussi malheureusement des pays qui ont des secteurs économiques qui sont plus touchés par cette crise sanitaire en fait. Et comme c'est la structure économique dans ces pays, je pense que c'est important de continuer une politique de solidarité aussi entre les États membres pour, dans le long terme, assurer qu'il n'y a pas un décrochage. On avait déjà discuté de ça avant, mais un élément important est aussi simplement que ces pays du Sud ont assez de marge de manœuvre pour investir, pour en fait rattraper un peu aussi une croissance économique qui était beaucoup plus faible que dans les pays du Nord, en fait. Et ça crée, selon le temps, une divergence tellement forte qui crée aussi un problème pour la politique monétaire, en fait, parce que la convergence, ça serait important pour assurer qu'on peut mener une politique cohérente par rapport à ça. C'est pour ça la coordination budgétaire, des politiques budgétaires entre les États membres serait aussi très important. Ça impliquerait aussi, d'une certaine façon, que des États avec plus de marge de manœuvre budgétaire investissent ou dépensent plus aussi qu'ils ont fait. Ça, c'est spécialement lié à l'Allemagne. C'est un sujet très, très compliqué. Mais il faut pousser dessus aussi parce que ça donne aussi des autres États membres qui sont dans une position plus vulnérable aussi, de marge de manœuvre plus important aussi. Si les pays comme l'Allemagne vont aller vers une consolidation budgétaire très rapide, aussi liée à leur propre frein de dette, ça crée aussi des problèmes en Europe. L'Allemagne fait 30% du PIB de la zone euro en termes économiques. Et en fait, les choix qui sont pris en Allemagne ont une importance fondamentale aussi sur le fonctionnement de la zone euro plus généralement. Bref. Bien noté. Y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. Moi, j'avais une question à destination de celles et ceux qui suivent le dossier de la taxonomie. Il y a une actualité, c'est le rendu du rapport du Centre de recherche commun, le JRC, qui considère, si j'ai bien compris, que le nucléaire dont arme l'environnement et le climat. D'abord, est-ce que ça va contribuer à faire évoluer la position des organisations écologistes, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on peut rappeler le calendrier de ce dossier qui est aussi un serpent de mer européen? Je peux peut-être commencer. Ah oui, sur le rapport du GRC, non, c'est vrai qu'il est tombé. Enfin, c'est un élément important qui va, d'une certaine façon, je pense, aider la Commission à. Enfin, c'est un apport à la décision que la Commission va avoir. Donc, même si l'outil était à la base destiné à être un outil scientifique et apolitique, la Commission va maintenant devoir trancher, en fait. Et clairement, les questions sur la table étaient le gaz fossile, l'agriculture et la bioénergie étaient aussi très importants, mais ça a été un peu retiré. Nucléaire était censé être une problématique qu'ils allaient gérer plus tard, mais clairement, c'est maintenant sur le tapis. J'ai bien peur que le rapport du GRC clairement aide
pousse vers l'inclusion du nucléaire. J'étais un peu surprise des résultats parce que, comme je l'ai dit, je pense que sur les critères sans parler des critères climatiques, de l'énergie verte, sur des critères d'économie circulaire, d'impact sur la biodiversité et les écosystèmes, je n'ai pas regardé en détail, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais j'étais quand même assez surprise du résultat. Je pense que les critères là-dessus étaient assez clairs. Sur le timing, je dois dire que j'ai l'impression que ça change beaucoup. Enfin, ça a été déjà repoussé plusieurs fois. Je crois je sais plus, je vais dire une bêtise en fait, mais je crois qu'aux dernières dates, ils étaient censés le publier le mois prochain. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans un système de négociation. Enfin, le nouveau rapport a été présenté aux États membres, mais négocié un petit peu la semaine dernière. Et là, ça évolue un petit peu de semaine en semaine. Je ne pense pas qu'il y ait une date vraiment très claire. Enfin, c'est dans les prochains mois. Par ailleurs, comment on appelle ça, la nouvelle, pardon, ça sera en anglais, mais la Renewed Sustainable Finance Strategy, donc la stratégie de finances durables renouvelée, parce qu'ils en font une régulièrement, devait paraître pendant le premier semestre, mais a aussi été repoussée vers la fin de l'année. Donc, c'est vraiment un agenda qui est un peu au niveau européen. Je ne sais pas si Neil a plus d'informations à ce niveau-là. Ouais, juste pour compléter sur le calendrier, c'est vrai que, comme tu disais, Manon, lors de ta présentation, il y a un vrai souci au fait que la France souhaite retarder globalement la publication de l'acte parce que le retarder permettrait potentiellement à la France d'inclure le nucléaire. D'autant s'il y a une brèche qui est formée grâce à l'inclusion du gaz fossile, pourquoi ne pas inclure le nucléaire également? Donc, en fait, on voit qu'il y a une vraie politisation du dossier qui était pourtant un outil vraiment scientifique qui visait à définir ce qu'était un investissement vert. Aujourd'hui, voilà, il y a une vraie politisation et une montée au créneau de beaucoup de lobbies autour de ce sujet qui fait que non seulement ça retarde, mais en plus ça décrédibilise quelque part l'outil en tant que tel. Voilà, juste pour ajouter sur le calendrier qu'en effet il est glissant aussi parce que la France pousse pour l'inclusion du nucléaire en même temps donc que la publication de l'acte délégué qui était prévu, enfin le nucléaire devait être publié après, donc à la fin de l'année 2021 ou 2022. Et donc le fait qu'il y ait une concomitance des calendriers fait que ça prend beaucoup plus de temps pour avoir l'acte délégué. En même temps, comme dirait l'autre, il y a encore quelques trous dans la raquette de cette taxonomie. Si ma mémoire est bonne, il est considéré comme un investissement vert de financer des aéroports. Donc, il y a d'autres choses qui sont discutables que le nucléaire et le gaz, non? Tout à fait. Disons que n'est pas parfait, loin de là. Disons que ce sont les sujets politiques qui ont émergé, en fait. Donc, c'est là où est le débat. Il y a, d'une certaine façon, même pour les organisations, en fait, un peu comme les nôtres, il y a une question de prioritisation. C'est vrai que c'est un peu les problématiques du moment. Je voulais aussi ajouter qu'entre-temps, le Royaume-Uni a aussi annoncé qu'ils allaient créer leur propre taxonomie. Donc maintenant, avec ce calendrier qui a shifté, il y aura une vraie rivalité aussi à ce niveau-là parce que le Royaume-Uni aura vraiment... il y a clairement une rivalité entre le Royaume-Uni et l'Union européenne de toute façon, mais là-dessus, il y a vraiment un enjeu de leadership international qui est très important parce que la Chine développe sa propre structure. Il y a plusieurs plateformes internationales qui, en fait, ont besoin d'une taxonomie aussi, donc les deux seront en rivalité. Et j'en suis à espérer que celle du Royaume-Uni en fait, soit meilleure et peut-être plus influente finalement que celle de l'Europe si on arrive là où je crains avec du gaz fossile et du nucléaire dedans. Est-ce qu'il y a un calendrier pour la taxonomie britannique? Pour rebondir sur ce que dit Manon, derrière cette taxonomie, il y a bien évidemment des objectifs environnementaux, mais il y a aussi des objectifs peut-être, je ne vais pas dire moins avouables, mais en tout cas, il y a également des objectifs de leadership économique et financier. Enfin, ne le cachons pas. Moi, en termes de processus, ce qui me pose un peu question, alors, une taxonomie, dans l'absolu, c'est peut-être une bonne chose parce que ça permet aux acteurs de se positionner s'ils font plutôt du marron, plutôt du vert, etc. En termes de processus, quand même, pour moi, ça pose question parce que pour cette première mouture de la taxonomie, on voit les difficultés et les questions politiques qui reviennent dans le débat technique. Et en fait, la difficulté, c'est que cette taxonomie, il va falloir la remettre à jour périodiquement parce que l'environnement dans lequel on va évoluer va évoluer. Le gaz, supposons qu'aujourd'hui, ça soit vu comme une énergie de transition ou même verte. Qu'en sera-t-il demain, etc. Et en fait,
j'aimerais pas être à la place du gars, du chef du bureau à la Commission européenne qui va être chargé de revoir périodiquement la taxonomie. Voilà, je me dis que le brave homme va avoir un emploi du temps bien chargé. En tout cas, en termes de processus, au-delà des débats actuels, je trouve que ça pose question, comment fait-on pour mettre à jour cette taxonomie de façon dynamique, sans y passer à chaque fois 10 allers-retours entre 20 pays qui ne sont pas d'accord entre eux fondamentalement parce qu'il y a des questions politiques derrière. Voilà, je clôt la question de processus. En même temps, remettre à jour la taxonomie, c'est un emploi durable. Ça va résoudre le problème de l'emploi en Europe. Ouais. Y a-t-il d'autres questions, remarques ou interpellations? Alors moi, j'en avais une petite à propos du mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. Est-ce que là aussi, le calendrier est glissant ou est-ce qu'on espère toujours avoir la première mouture du texte dans le courant du mois de juin? Je peux peut-être répondre sur le calendrier. A priori, c'est au mois de juin que serait présenté ce mécanisme. Mais il y a beaucoup de tensions au sein de la Commission européenne pour savoir à quoi il va ressembler. Est-ce que ça serait une taxe? Est-ce que c'est un mécanisme? A priori, c'est plutôt un mécanisme pour éviter la question de l'unanimité. Mais voilà, il y a beaucoup de tensions sur l'utilité de cet outil au sein de la Commission européenne. Récemment, vous avez eu le directeur de la DG Climat qui a déclaré que ce mécanisme était plutôt une menace pour que les autres pays du monde puissent relever leur ambition plutôt qu'un outil de politique effectif et opérationnel. Donc, ça en dit assez long sur le fait qu'il y en a au sein de la Commission européenne qui ne pensent pas que ça pourrait être utile d'un point de vue climatique. Donc, il y a des vraies questions de paradigme derrière ça au sein de la Commission européenne et des vraies tensions. C'est peut-être tout à fait vraiment évident, mais donc il y a des tensions au sein de la Commission européenne et en Europe sur ce sujet-là, mais il y a aussi des tensions qui commencent à se faire sentir par des partenaires internationaux de l'Europe qui voient effectivement ça comme une menace. Et dans un contexte de collaboration, de bâtir en fait la suite de l'accord de Paris, c'est un peu compliqué aussi. Donc même si les propositions sont publiées en juin, je me demande comment le calendrier va évoluer après ça pour les négociations en fait, et l'approche coopération internationale qui sera nécessaire en parallèle des négociations européennes. Oui, d'ailleurs, John Kerry a très clairement dit qu'il ne souhaitait pas du tout que les Européens se dotent d'un tel outil. Est-ce qu'il y a une dernière question, une petite remarque? Non, rien du tout. Bon, vous avez été très clair, chers panélistes. On va clôturer comme ça, on va pouvoir aller déjeuner. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce 4e atelier du séminaire européen et j'espère vous voir bientôt sur nos lignes. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée.